va démarrer tranquillement. Donc, je vois que ce sujet des nouveaux business models intéresse et tant mieux. Je crois que l'économie circulaire, c'est d'abord ça. C'est de repenser son business model et on aura le temps d'en discuter un petit peu. Et donc, on va spécifiquement parler de l'ère du réemploi. Le salon est d'ailleurs un témoignage de cette émergence de plus en plus forte et de plus en rapide du réemploi. Avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la cofondatrice avec Elsa Bortuzzo qui est là-bas, de la fraise de l'économie circulaire, mon atelier d'intelligence collective qui vient parler d'économie circulaire pour les citoyens et les entreprises. Je vois même des entreprises qui le déploient avec des animateurs internes, et on en a quelques-uns ici. On a sensibilisé 45 000 personnes aujourd'hui, donc on est très content de cet atelier-là. Je suis aussi la cofondatrice des ateliers La Circularité, qui est une nouvelle structure dont l'idée, c'est faire les ateliers de l'après. En gros, c'est une fois qu'on a sensibilisé, comment on accompagne les entreprises à mettre en place l'économie circulaire. Avec des ateliers sur les achats, avec des ateliers sur les gisements, avec des ateliers sur le réemploi, pour vraiment aider les équipes à mettre en place ça. Allez, j'avance, je ne vais pas parler de moi trop longtemps. Je suis aussi professeure affiliée à l'ESCP Business School, qui est une super école, super engagée. Les profs font plein de choses. Voilà pour me présenter. Alors, avant de rentrer dans ces nouveaux business models, je trouvais que c'était intéressant de se reposer la question de ce qu'est un business model. Donc, on va passer quelques minutes là-dessus. Quand on parle d'un modèle d'affaires ou un business model, en fait, on parle de la façon dont l'entreprise crée de la valeur financière, évidemment. C'est comme ça qu'on les définit aujourd'hui. Et derrière cette notion de business model, création de valeur financière, en fait, il y a deux présupposés qui sont intrinsèquement liés à cette description du modèle d'affaires. Le premier, c'est que l'entreprise est un îlot indépendant. On ne se préoccupe pas des impacts, des externalités, des risques, de la situation qu'il peut y avoir sur l'environnement de cette entreprise. On est très focalisé juste sur l'entreprise. Et on commence tous à être très sensibles sur le fait aujourd'hui qu'il va falloir un peu ouvrir les écoutilles sur ce sujet. Et il y a un deuxième présupposé qui est les ressources naturelles sont infinies. Pas de chance, ce n'est pas le cas. Alors vous allez me dire, ce présupposé, vous l'avez sorti de nulle part, mais non. J'aime bien montrer cette citation d'un économiste, ça date un peu, mais néanmoins, qui nous affirme que les richesses naturelles sont inépuisables. Sinon, nous ne les obtiendrons pas gratuitement. On ne s'en préoccupe pas du tout dans les sciences économiques. C'est le présupposé qui a, entre autres, participé à ce que nous sommes en train de vivre par rapport à ça. Donc nous, on va essayer de changer un petit peu les perspectives par rapport à ça et voir comment ces deux présupposés comment on va pouvoir en tenir compte. Alors, non seulement deux présupposés qui sont faux, mais en plus des effets induits sur nos modèles d'affaires aujourd'hui qui sont délétères. Le premier, c'est que naturellement, ça va nous conduire à avoir une économie linéaire. Je viens extraire des ressources, je vous rappelle, elles sont inépuisables et gratuites, il n'y a aucun souci. Et j'extrais ces ressources et je vais générer des déchets. On a mis ce dessin qui est pour nous un bon résumé de l'économie linéaire dans laquelle on vit. Il y a juste un petit point là, c'est qu'il y a un petit point orange, je ne sais pas si vous le voyez, qui est la partie utilisation de nos produits. Notre système linéaire, c'est ça. J'extrais de plus en plus de ressources pour générer de plus en plus de déchets. Et puis j'ai un petit moment au milieu, j'ai l'utilisation. Et on se rend bien compte que ça ne peut plus continuer comme ça. Un autre effet induit de nos modèles d'affaires d'aujourd'hui linéaires, c'est qu'on est dans une course au volume. Pour créer plus de valeur, je vais extraire plus de ressources, générer plus de déchets pour pouvoir recommencer ce cercle vicieux. Course au volume et donc surconsommation. Donc nous, citoyens, nous sommes à la fois les acteurs, soyons clairs, mais aussi les victimes. Et c'est aussi quelque chose qu'on va chercher à changer dans nos nouveaux business models. Un troisième effet induit, c'est évidemment des impacts délétères de nos systèmes économiques sur l'environnement, éventuellement sur le social, etc. Donc c'est d'abord ça qu'il va falloir venir challenger, cette notion de business model ou modèle d'affaires, qu'on va essayer de remettre en question et de voir comment on va pouvoir le changer. Alors, on s'intéresse donc au nouveau modèle d'affaires. En quoi il change ? Petite définition qui vaut ce qu'elle vaut, elle est tout à fait challengeable, c'est qu'on va chercher maintenant avec nos modèles d'affaires à faire une création soutenable
Donc dans le respect des limites planétaires, dans l'intégration des éléments extérieurs à l'entreprise dans notre création de valeur. Et on va parler de valeur financière. Oui, il faut que les entreprises vivent. Oui, il faut que les entreprises maintiennent les emplois. Aucun état d'âme là-dessus. Mais elles vont créer de la valeur financière et extra-financière. C'est ça, en tout cas, c'est ma vision de ce qu'est un nouveau business model. Alors en gros, votre enjeu en tant qu'acteur économique par rapport à ça, c'est oui de réduire les ressources, l'utilisation des ressources pour éviter, puisqu'elles ne sont ni inépuisables ni gratuites, réduire l'utilisation des ressources, réduire les impacts et les externalités, ça c'est un des éléments. Et de l'autre côté, on veut travailler une pérennité des entreprises évidemment. Quand je parle de pérennité ici, j'en parle selon 3 axes. 1, la viabilité financière. Maintenir les emplois, pouvoir continuer à investir si nécessaire. C'est un des éléments importants, mais c'est aussi l'adaptation aux nouvelles contraintes, quelles qu'elles soient, sur les ressources, le climat, sur les enjeux sociaux, etc. C'est s'adapter dans ce nouveau modèle. Et pourquoi pas, j'en rajoute même un 3e, contribuer à un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de consommation. Sacré programme. Mais si vous y arrivez, ça va être intéressant. Et on va avoir quelques moyens sur lesquels on peut avancer sur ces nouveaux business models. Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet sur le réemploi dans ce secteur, je voulais vous partager quelques chiffres qui vont nous permettre de bien comprendre les enjeux dans le secteur des équipements électroniques et électriques. Alors, une première question. Je vais vous demander de répondre en levant la main, vous allez voir. Quelle quantité de ressources sont mobilisées pour fabriquer un ordinateur de 2 kg? Je vous laisse réfléchir un peu. Je propose des réponses. Est-ce que c'est 50 kg, 200 kg, 500 kg ou 1000 kg de matières qui ont été mobilisées pour fabriquer cet ordinateur de 2 kg? Alors, si c'est 50 kg, je vous propose de lever la main. Sans eau. Matière première sans eau. 50 kg personne? 200? 1 x 10? Ok, quelques petites réponses. 500 kg? Une bonne majorité. 1000 kg? C'est vous qui avez raison. Il faut, pour faire ce petit ordinateur de 2 kg, il faut 1000 kg de matière. On est sur un rapport de 500. Alors évidemment, ce rapport dépend du produit. Ça ne sera pas le même sur un téléphone portable, c'est encore pire. Et ça sera peut-être moins sur un micro-ondes. Mais néanmoins, on est sur ce rapport-là. Donc il y a une partie immergée de l'iceberg de notre consommation qu'on ne voit pas. Donc là, on a bien nos 1000 kg de matière. Vous avez mentionné l'eau, on la voit ici aussi. Dedans, c'est 80% de plastique, je vous laisse imaginer, et plus de 50 types de métaux dans un ordinateur. Donc on peut déjà se dire avec 50 métaux dans un produit de 2 kg que le recyclage va être un chouïa compliqué. Okay. Donc ça, c'est une première chose de ces produits-là. Je continue avec une deuxième question qui définit les enjeux de ce secteur. Je vous demande de réfléchir, à combien d'équipements nécessitant de l'électricité, et je ne parle pas des ampoules, mais des équipements d'électricité, sont présents en moyenne dans un foyer français. Là, ça y est, je vous vois commencer à compter, etc., ce qu'il y a chez vous. Est-ce que c'est plutôt 15, 35, 62 ou 99? Alors, qui pense que c'est 15? Vous avez compris que généralement, il y a une réponse assez basse, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Allez, on avance, 35. Alors maintenant, il y a ceux qui ont compris que la réponse était en haut. Très souvent, quand on pose la question sans proposer de réponse, les citoyens nous disent oui, 30, 40 appareils électriques chez moi. Bien évidemment, la réponse, voilà, c'est bien, c'est 99. Nous avons 100 appareils qui nécessitent de l'électricité. Alors, ils nécessitent de l'électricité, mais souvenez-vous, ils nécessitent aussi des matières. Et ils ont généré des impacts par rapport à ça. Et donc la question qui suit, et on ne va pas y répondre, vous y répondrez chacun d'entre vous, parmi les 99 appareils que vous avez chez vous, combien utilisez-vous moins d'une fois par semaine? Moins d'une fois par mois? Moins d'une fois par an? Là, l'appareil à raclette est en train d'apparaître dans votre esprit et on pourrait en mettre beaucoup d'autres, le taille-haie, etc. Donc on voit que dans ce secteur-là, on a un énorme potentiel
non pas de supprimer ces appareils-là, mais de consommer ces appareils, d'utiliser ces appareils différemment. Et l'économie circulaire, elle est là-dessus aussi. Allez, j'avance sur les chiffres, on va prendre trop de temps, je suis bavarde, j'espère que je vais tenir le timing. Je vous l'ai fait juste, 80% des Français changent de téléphone alors qu'il fonctionne encore. Ça vous parle? Moi, ça me parle. Un appareil sur deux rapporté au SAV ne nécessite aucune pièce de rechange pour fonctionner, pour des problèmes entre autres d'entretien. Donc en gros, ce que je cherche à vous montrer avec ces chiffres, c'est qu'il y a un potentiel énorme d'amélioration de la façon dont on fonctionne. Alors c'est parti. Ah oui, pardon. Juste pour ceux qui ne connaissent un petit peu moins l'impact, notamment de ces métaux, vous avez ici une carte, et on va, rassurez-vous, pas la regarder en détail, des dépendances que nous avons France sur l'approvisionnement des métaux. En France, nous importons 99% des métaux vierges que nous utilisons. Donc nous dépendons fondamentalement de l'export. Et vous voyez que les pays qui sont concernés par la production ou la transformation de ces métaux ne sont pas forcément des pays avec lesquels il est facile de travailler. On pourrait continuer. Ici, vous avez par exemple sur le cuivre, la capacité de production du cuivre et la demande. Sur le lithium, c'est encore pire. Donc en gros, on a des enjeux sur ce secteur de dépendance, donc de vulnérabilité de nos modèles d'affaires, de pénurie potentielle et de conflit d'usage. Je vais aller très rapidement. Les métaux sont aussi des matières qui ont une extraction qu'on pourrait définir de sale, avec des impacts environnementaux importants. Des belles images que je ne vais pas commenter. Si vous voulez en savoir plus, vous allez participer à la fresque de l'économie circulaire. Et bing, ça y est, je l'ai placé. Vous allez en savoir beaucoup plus et on vous en montrera plus d'éléments là-dessus. Bref, des gros enjeux à changer dans ce secteur. Ok, donc maintenant on va essayer de rentrer sur quelques éléments qui peuvent être faits dans ce secteur-là et d'aller vers nos nouveaux business models, création soutenable de valeurs financières et extra-financières grâce à la circularité. Quand on parle de nouveaux business models circulaires, on en définit généralement 6. Alors j'adorerais vous parler des 6 parce qu'ils sont tous passionnants. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui, on va focaliser sur 2. Et évidemment, on va commencer à parler du réemploi. Le réemploi, en gros, pour faire simple, ça se traduit par la seconde main. Donc on va aller regarder ce qui se passe là-dessus. Je vous mets ici des parts de marché de la seconde main. Ce sont des chiffres qui datent déjà un peu, 2023. Des parts de marché de la seconde main sur un certain nombre de produits. Donc je vous ai identifié ici ceux qui concernent votre secteur. Et en gros, on est déjà au-dessus de 20% de parts de marché de la seconde main. 20% de votre marché est là. Si on s'intéresse un peu à ce qui se passe à gauche, on voit le potentiel sur certains secteurs d'activité de la place que prendra la seconde main. Et ces chiffres sont en train de bouger massivement et rapidement. Donc en gros, la seconde main, ça sera sans vous, et vous allez avoir des acteurs qui vont le faire, ou avec vous. On voit ici une entreprise qui va même faire de la publicité grand public sur le reconditionné, qui est un sous-élément du réemploi, et le proposer comme argument, comme proposition de valeur, et l'intégrer dans son modèle. Avec vous ou sans vous. Alors pourquoi? On va aller regarder quelques chiffres sur les motivations des clients à aller vers la seconde main. Vous avez les 3 principales motivations qui sont là. La première, elle ne va pas vous surprendre. Motivation économique, pouvoir d'achat, dans ces temps contraints, oui, acheter de seconde main, ça coûte moins cher. Voilà, et donc très bien, c'est la première motivation. On va passer à la troisième. Motivation, conscience environnementale. On sent, il y a plein d'études sur le sujet, qu'il y a une prise de conscience petit à petit sur ces sujets-là, que certains qui ont du pouvoir d'achat vont le faire, d'autres qui vont moins de pouvoir d'achat mais vont être quand même sensibles. Donc c'est les 2 premiers arguments, 2 premières motivations à aller acheter de seconde main. Ce qui m'intéresse, c'est celle du milieu là que je vous ai cachée, l'augmentation des offres. C'est très intéressant de voir que très souvent quand on parle avec nos clients, c'est oui, les clients ne sont pas prêts, oui, le marché n'est pas encore là. Certes, mais plus vous avancez, plus il y a d'offres dans tous les secteurs d'activité sur ce sujet-là, plus on va avoir un effet vertueux. C'est possible, c'est pratique, j'ai confiance. Je vois que, mais en plus, un effet d'entraînement social, de conformisme social
et j'en suis désolée, mais c'est un moteur très fort du changement, le conformisme social. Bref, c'est en train de rentrer dans la norme. Et plus il y aura d'acteurs économiques qui vont proposer ça, plus ça sera facile d'aller vers là. Donc voilà les 3 motivations. Je vais m'intéresser au frein principal. Le frein principal, vous l'avez là, 77% des Français déclarent qu'acheter des produits d'occasion, c'est prendre un risque. Et en fait, pour vous, c'est une magnifique opportunité. Je n'ai pas envie d'acheter ma cafetière d'occasion sur le Bon Coin. Je n'ai pas confiance. Par contre, aller acheter ma cafetière d'occasion chez un acteur économique qui me la garantit, où je sais que ça va pouvoir être fait avec qualité, eh bien derrière, vous allez lever ces freins et enclencher ces éléments-là. C'est clair pour vous pour l'instant? Super. Alors on a regardé d'un point de vue d'un consommateur, j'ai envie de prendre un peu de recul et de le regarder d'un niveau plus macroéconomique. Vous avez cette analyse qui a été faite par le secrétariat général à la planification écologique. C'est un secrétariat qui dépend directement du Premier ministre. Donc a priori, les données sont à peu près fiables. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On regarde encore une fois, on part du consommateur. Durée de vie d'un lave-linge neuf, 10 ans. Durée de vie d'un lave-linge reconditionné, 8 ans. Prix d'achat, 400, 280 reconditionné. Moi, consommateur, je gagne 30%. 30%, c'est pas mal. Maintenant, on va regarder d'un point de vue environnemental ce qui se passe. L'empreinte carbone d'un lave-linge neuf, 300 kg équivalent CO2. Je passe en reconditionné, je réduis l'empreinte carbone du produit de 90%. Empreinte matière, vous vous souvenez de nos 1000 kg sur notre ordinateur. Je passe d'une empreinte matière de 1800 à 10,5 kg. 90%. Donc on a un client qui gagne, on a notre planète, notre environnement, notre capacité à vivre demain qui est en train de gagner. Et on va regarder le dernier argument, le PIB généré, donc l'activité économique générée en France sur un œuf. Elle est en gros un tiers, qui va être la marge d'un distributeur qui vend un appareil fait en Chine, alors que sur du reconditionné, on a un PIB généré. Donc on est en plus en train de dire que la seconde main, j'ai le client qui gagne, j'ai la planète qui gagne, j'ai les acteurs économiques qui gagnent et j'ai l'économie française et la souveraineté qui gagnent. Quand on commence à avoir les 3 acteurs économiques, même si la planète n'est pas un acteur économique, mais les 3 éléments qui gagnent, quand on a un modèle d'affaires qui permet de générer des avantages pour le client, pour l'économie, pour la planète, on commence à avoir une belle solution et un beau business model. Pérenne, adaptable pour le futur. Ok, alors bien sûr ce sera très simple, pas toujours très simple de mettre en place la seconde main, on a des petits défis opérationnels. Je vais aller vite pour essayer de finir. Donc évidemment ça nécessiterait plus de discussion. Première question, c'est comment accéder au gisement. C'est plus simple d'acheter du neuf en passant une commande avec un fournisseur à l'autre bout du monde. Vous en commandez 10 000, c'est tranquille. Là, il y a des petits soucis, enfin, ou en tout cas des difficultés à relever. Comment je vais accéder à ce gisement, le take-back, le rachat, les sources, etc. Il y a des choses à faire. On a un peu plus d'expérience aujourd'hui, donc ça devient de plus en plus facile d'aller vers ça. Bien sûr, derrière, il faut opérer, avec là aussi quelques défis de collecte, de logistique inverse, de stockage, de remise en état, de systèmes d'information qui vont tracer à l'unité. Enfin bref, il y a des défis, mais qui aujourd'hui s'amenuisent parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'expérience sur le sujet. Et puis bien sûr, revendre. Vous vous souvenez de nos Français, 70% des Français considèrent qu'il y a un risque. Donc votre enjeu, ça va être de rassurer le consommateur. Donc c'est des garanties, c'est des labels, c'est du service, c'est de l'information qui vont vous permettre de faire ça. Mais plus globalement, je pense que le plus important pour vous, quand vous vous lancez dans une démarche d'emploi, c'est d'abord de changer de modèle de pensée, changer de paradigme. Ne pas chercher à reproduire le modèle linéaire directement dans le modèle circulaire. C'est des nouveaux indicateurs, c'est des nouvelles compétences, c'est des nouvelles horizons de temps. Bref, il y a des choses à changer. Il y a une autre grosse question qu'il faut se poser sur comment je vais intégrer le réemploi dans mon offre. Et en gros, on voit 3 stades. Le premier stade, c'est je me protège. J'ai pas spécialement envie d'y aller, mais je sais que si je n'y vais pas, mes produits vont être vendus sur le Bon Coin ou d'autres opérateurs vont vendre mes produits et du coup, je vais perdre
le pouvoir de ma marque sur lequel j'ai travaillé, investi, fait de la recherche, il y a quelqu'un d'autre qui va aller faire de l'argent à ma place là-dessus. Donc je me protège, j'essaye de me faire du réemploi, mais je ne le montre pas, je le fais sur le côté, je le confie à un autre opérateur. Ça, c'est le premier stade. Par exemple, dans le textile, c'est très très fort. Je ne veux pas que ma marque se retrouve sur Vinted et compagnie, donc je gère ça. Deuxième étape, je commence à comprendre qu'en fait, il y a une opportunité, que je peux le faire, que mes clients en attendent, et je vais le faire sur le côté. Je commence à faire dans un petit coin de mon point de vente, un petit rayon de seconde main sur lequel je vais commencer à faire des choses. Et là, les volumes ne sont pas forcément importants, le client n'est pas encore complètement convaincu puisqu'il a l'impression que c'est un petit truc sur le côté qui n'est pas bien clair, mais c'est déjà une première étape. Et puis la troisième, c'est celle qu'on verra de plus en plus, c'est l'intégration au cœur de votre business model. Vous allez dans un magasin, vous souhaitez un téléphone, au lieu qu'on vous dise voilà le neuf et il faut aller chercher tout au bout le rayon reconditionné, dès le début, le vendeur vous dit est-ce que vous ne seriez pas intéressé par du reconditionné? C'est vraiment se repenser son rôle, je pense par ici à un distributeur, qui est de se dire en fait mon but est de répondre à un besoin et pas de vendre du neuf. C'est peut-être que ça sera du neuf mais peut-être pas. Je vous mets un autre exemple ici, c'est Seb, qui par exemple vient de transformer une usine de production, je crois que c'est des friteuses, mais je suis plus sûre, il vient de transformer une usine de production en usine de reconditionnement. Ils ont un objectif de transformer, d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires circulaire de au minimum 3 ou 5% d'ici 2030. Donc des objectifs clairs, intégrés, avec les moyens qui suivent, une usine qui est transformée. Donc on voit vraiment ça. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite vous mettre là. Il y a souvent une marge d'apprentissage, mais peut-être que cette étape, on peut la sauter. Et directement aller là, tester, voir comment ça fonctionne, apprendre le métier, commencer à trouver des modèles pérennes et de rentabilité par rapport à ça. Il faut que j'accélère. Les points de vigilance, je les lis vite, je ne vais pas tous les commenter, je vais en commenter un qui me paraît très important. Un modèle, un équilibre financier à trouver, il n'est pas simple, ça nécessite un peu de volume. Vous ne l'aurez pas forcément tout de suite, mais il viendra, il faut l'accepter, toujours ce changement de paradigme. S'assurer de la réduction des impacts, c'est le but, donc vérifier que ce qu'on fait vient bien réduire les impacts, sinon c'est peut-être pas la peine de le faire. Éviter l'effet rebond sur la consommation, ça c'est surtout textile. On sait tous que quand on va acheter sur Vinted, on va réacheter du neuf et qu'il peut y avoir des effets rebonds. Je pense que dans votre secteur, c'est un peu moins le cas. S'assurer que la déstabilisation des acteurs traditionnels, je pense à l'ESS, ne soit pas trop forte. Il y a une place pour tout le monde. L'ESS peut continuer à faire des choses. Peut-être qu'ils ne feront pas tout par rapport à ça. Et le dernier point qui m'intéresse le plus, très vite, quand vous lancez dans ce genre de démarche, vous allez voir que si vos produits n'ont pas été conçus pour favoriser le réemploi, vous allez très vite bloquer. Donc, on va devoir remonter les décisions sur la conception ou l'achat avec vos fournisseurs de ces produits-là. Et du coup, on va avoir un effet parfaitement vertueux, c'est qu'on va avoir une montée en gamme, une montée en qualité, en durabilité des produits que nous consommons, qui va se faire petit à petit. Je vous ai parlé pas mal B2C. En B2B, c'est le boulevard. Encore plus simple, beaucoup moins de freins les consommateurs. Et là, on voit des acteurs émerger de partout en B2B. Pardon. Je vous ai parlé de produits, j'aurais pu aussi vous parler de composants. On voit ici des acteurs qui viennent, une fois que le produit, soit il est réemployable, s'il ne peut pas être employé, avant d'être passé au recyclage, on va récupérer les composants qui vont être utilisés pour réparer et reconditionner. Et on peut même imaginer dans un futur proche que ces composants que nous allons récupérer, nous allons les utiliser pour fabriquer des nouveaux produits. Vous avez ici deux exemples de le Frankenphone, j'adore le mot, où ils vont récupérer des composants d'anciens téléphones pour faire des nouveaux téléphones. Certes, c'est marginal aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'on va y arriver partout, mais ça sera probablement le futur. L'idée là, c'est qu'on garde la valeur de notre source le plus longtemps possible parce qu'elle a un potentiel économique. Ok, ça c'était le réemploi tel qu'on le connaît. Je voudrais juste rapidement évoquer un deuxième business model qui fonctionne aussi sur l'utilisation et la réutilisation des produits, qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Alors c'est un vaste sujet, je peux vous en parler pendant 4 heures, mais on va essayer de faire court. On va le faire vraiment très très simple, mais c'est un très beau business model qui a beaucoup de potentiel. Donc en gros l'idée c'est au lieu de proposer l'usage plutôt que la propriété. Donc c'est ce qu'on dit souvent comme la location. En réalité c'est bien plus complexe et bien plus riche que ça. Mais on va rester nous à ce niveau-là pour l'instant. Je vous mets ici quelques exemples. Je peux louer ma scie sauteuse, je peux louer mon lave-linge et l'offre, si vous la connaissez, qui est très intéressante de Decathlon, Play It Circular, avec une offre d'abonnement. Passionnant, si vous voulez en parler avec moi, vous me retrouvez sur le stand d'écosystème après. Mais là, pour l'instant, n'en est pas le cas. Je voudrais vous signaler aussi, toujours pareil, 2 exemples que je trouve très intéressants, qu'on risque de voir fleurir partout, dans cette idée de je ne vais pas aller acheter mon taillet que je vais utiliser une fois dans l'année, mais je veux pouvoir y accéder de façon facile. Vous avez ici 2 offres qui sont des casiers connectés sur lesquels je vais pouvoir accéder, soit ici à un réparateur et un lave-linge avec les biens communs, soit ici avec une marque, Luxvarna, où je vais pouvoir utiliser mon taillet. Ça, c'est l'économie de la fonctionnalité, il y a un énorme potentiel. Je vais prendre un petit peu de temps sur ce slide parce que je le trouve très très puissant. Alors certes, ce n'est pas dans votre secteur, c'est une analyse qui vient du secteur automobile. Si vous voulez lire le rapport, ça s'appelle Driving Ambition the Automotive Sector. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'aujourd'hui, dans notre monde de faible circularité, la création de valeur par véhicule vendu, toute chaîne de valeur compris, elle tourne autour de 5 000 €. C'est déjà pas mal, hein? Comment on crée cette valeur? Eh bien, on la crée par la vente de neuf. Vaguement, j'ai un peu de service au niveau de l'usage et de post-usage, de récupération de pièces, mais tous nos business models aujourd'hui sont là. Demain, dans un monde de forte circularité, il y a 2 choses qui m'intéressent. Le potentiel de création de valeur par véhicule vendu, c'est multiplié par 10. Pour un même véhicule, un même ressource et des mêmes impacts, j'ai réussi à multiplier la valeur par 10. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je suis sortie d'un modèle où je cherche à vendre toujours plus de neuf. J'ai investi la phase d'usage et de post-usage. Et on voit comment on peut espérer, dans un monde plus fortement circulaire, on va complètement bouger la façon dont on crée cette valeur-là. Pour les distributeurs, c'est quelque chose de très important. Parce que les distributeurs, leur métier devient de plus en plus là et là. Et donc, ils ont un énorme rôle pour accompagner la transformation de ces business models et pousser notre consommation responsable. J'espère que c'est clair là-dessus. Si pareil, si ça ne l'a pas été, je suis obligée d'aller rapidement. N'hésitez pas à revenir me voir après. Je peux vous dire que ça impacte les comités de direction quand on leur montre ça. D'où est le chiffre, ou comment va se faire la création de valeur demain? Quel est le rôle du distributeur? Comment la marque peut accompagner ça? Ok, donc on a vu plusieurs moyens, grâce à la réutilisation des produits, de transformer nos business models. Mais qu'est-ce que j'y gagne, moi, en tant qu'acteur? En fait, vous vous souvenez de notre enjeu de départ, réduire nos ressources, l'utilisation des ressources, nos impacts, et renforcer la pérennité de notre entreprise. Parce qu'on a quand même envie que notre entreprise de demain vive. En fait, avec ces démarches, je reviens ici sur le linéaire. Quand je vends un produit, sa valeur descend très rapidement. Le produit devient obsolète, le produit s'abîme, etc. Donc je suis dans mon cercle linéaire de j'ai pris des ressources qui perdent de leur valeur, je la transforme en déchets. Et tout ce qu'on est en train de voir, en fait, on est en train de retenir la valeur de notre ressource et d'en réduire les impacts par différentes actions qui peuvent être l'entretien et la maintenance. On ne sait plus maintenir ces appareils et on ne facilite pas forcément la vie, donc il y a un gros enjeu là-dessus. La rénovation du rétrofit, du réemploi, du composant. Je viens conserver la valeur de ma ressource pour créer de la valeur économique. En gros, nos nouveaux business models circulaires, ce qu'ils viennent chercher à faire, on parle de découplage, décorréler la création de valeur économique de l'utilisation des ressources et des impacts. C'est vraiment un des leviers majeurs de l'économie circulaire pour aller vers ça. On va aller vite. Donc, dans le What's in it for me comme acteur économique, je réduis mes risques d'appro, mes risques de pénurie, mes risques. Voilà, je suis vraiment dans un modèle qui va être pérenne et stable. J'améliore ma performance financière, peut-être pas tout de suite, c'est pas clair, mais en tout cas à terme.
je réduis mes coûts, hein, je peux acheter plus localement, etc. Je vais générer des nouveaux revenus. J'améliore ma performance extra-financière, mes impacts, mon empreinte. Hein, je réduis mes impacts, je décarbone massivement avec l'économie circulaire. Hein. J'améliore mon impact social et je suis en train de transformer mon business model vers un modèle plus pérenne. Ok. Première fois qu'on voit la planète dans son entièreté et dans sa fragilité. Si on prenait aujourd'hui une photo de notre planète, je pense qu'on serait plutôt sur ça. Et c'est bien notre défi commun. Et donc j'espère que je ai éveillé un peu d'intérêt dans vos esprits sur le potentiel de l'économie circulaire qui est là pour éviter ça, mais aussi travailler à la pérennité de vos entreprises, à la robustesse de vos entreprises et de notre société, tout en nous aidant, nous, consommateurs, à continuer à avoir un appareil, enfin pouvoir disposer d'un appareil à raclette et d'un taillet si on en a envie, mais avec beaucoup moins d'impact. Je crois que je vais m'arrêter là. Juste dans le timing. Je crois qu'on va pouvoir prendre 5 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, si on n'a pas le temps d'y répondre, Écosystème a la très grande gentillesse de nous accueillir sur leur stand pour y découvrir la fresque. J'y serai aussi pour répondre aux questions si on n'a pas le temps de les faire toutes là.